Alors bonjour, aujourd'hui ce que nous allons faire comme tutorat de sciences, je vais répondre à vos questions et on va parler d'électricité. Ça ici, on a une barre de tension, nous allons parler comment est-ce que la sécurité fonctionne dans les circuits électriques. Et bien sûr, nous allons répondre à vos questions si vous en avez tout au long du live aujourd'hui. Alors voyons voir. Lorsque nous parlons d'électricité, c'est important de se dire que c'est une source d'énergie. Alors, oui, je sais, lorsqu'on va dans une fête, c'est électrisant, on peut se ressentir un peu cette idée de « oh, il y a de l'énergie dans l'air ». Par contre, si on veut faire fonctionner des appareils électriques, si on veut par exemple maintenant projeter un stream en ligne et avoir quelqu'un comme chiffre alphabet dans un autre endroit de la planète venir nous voir, on a besoin de pouvoir contrôler cette énergie. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais parler au fait que on va regarder quelques circuits électriques pour expliquer un peu la base du contrôle de l'énergie. Et si vous avez des questions de clarification, n'hésitez pas de les mettre dans la section clavardage aujourd'hui. Alors, voyons voir. Alors ça ici, c'est un circuit électrique qui n'est pas très compliqué. On appelle ce circuit un circuit en série. Et ça, en passant, c'était une question que 2 de mes élèves ont posée cette semaine. Lorsqu'on a un circuit en série comme ceci, que se passe-t-il? Nous avons, alors ici, nous avons plus, nous avons moins. Ici, j'ai mis une pile. C'est pas très difficile. Tiens, je vais mettre une batterie avec, par exemple, 6 volts. 6 volts d'énergie. Maintenant, ces électrons, lorsqu'ils passent dans la source, absorbent l'énergie et vont continuer pour faire allumer la lumière. Donc ça, c'est fantastique. S'il arrive que nous ouvrons l'interrupteur, les électrons ne peuvent plus se promener. Ça veut dire qu'il n'y a plus de source lumineuse ici. OK. Lorsqu'on veut faire allumer une lampe ou on veut faire fonctionner un ordinateur ou autre, on a besoin d'énergie. Cette énergie, on les trouve dans les électrons. Mais un électron, c'est très petit avec une très petite quantité d'énergie. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'un grand nombre d'électrons. Et c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Parce qu'un électron, ce n'est pas compliqué. Parce que si on prend par exemple cette barre de tension, nous avons un fil électrique avec du cuivre à l'intérieur. Il y a des électrons dans le fil, mais ceux-ci se promènent de façon aléatoire. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'énergie disponible ici. Une fois qu'on connecte cette barre de tension, là, on va donner une direction aux électrons et on va dire, OK, on a besoin d'une grande quantité d'électrons pour les faire fonctionner. Maintenant, ce qui est intéressant lorsqu'on parle d'un circuit, c'est si par exemple j'ai un circuit en série, mais je n'ajoute pas de charge, donc il n'y a pas ici d'ampoule, il n'y a pas de résistance. Qu'est-ce qui arrive? C'est que les électrons vont dire, ah, nous pouvons passer ici, mais la difficulté, c'est que s'il n'y a rien qui ralentit les électrons, s'il n'y a rien pour transporter l'énergie de ces électrons, on a des électrons qui accumulent de l'énergie ici, continuent, accumulent de l'énergie, accumulent de l'énergie. Donc, on se retrouve avec un cercle vicieux, qu'on pourrait dire, où il y a un cycle d'augmentation. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a ici une batterie qui va chauffer. Certaines parties, alors une batterie peut couler. S'il y a des métaux ici, ça peut causer des problèmes. Certains métaux, les petits fils peuvent fondre. Et même ces fils dans le circuit peuvent devenir tellement chauds qu'ils peuvent fondre. Et donc ça ici, c'est un problème parce que il peut y avoir du feu, surtout lorsque, si un fil se brise, comme ceci, il y aura étincelle.
Et s'il y a étincelle avec une grande quantité d'électrons, il y a risque de feu. OK. Donc ça, ce n'est pas très sécuritaire. Maintenant, s'il y a un circuit en série, ce n'est pas très compliqué. Là où ça devient plus intéressant et encore plus dangereux, c'est si on a un circuit qui est en parallèle. Voyons voir. Comme ceci, moins plus. Alors, qu'est-ce qui arrive ici si nous avons un circuit, mais ici, les électrons peuvent, lorsqu'ils décident de continuer, donc tout à l'heure, nous avions un circuit en série très simple, mais qu'est-ce qui arrive si on ajoute des branches comme ceci? Les électrons ici ont deux chemins possibles ici, et deux chemins possibles là. Ça veut dire que tout à l'heure, nous avions une certaine quantité d'énergie qui peut passer ici, une autre quantité ici et une autre quantité là. Maintenant, il y a, alors ça ici, c'est en parallèle. Il y a un outil qu'on utilise, de l'équipement qu'on appelle un ampèremètre. Un ampèremètre permet de mesurer le nombre d'électrons dans un circuit. Donc, si on a un circuit simple ici et que nous mettons un ampèremètre là, disons qu'il y a 0,5 ampères d'électrons qui passent. Donc, ça, c'est une certaine quantité d'électrons à un endroit donné. OK. Maintenant, si nous avons deux branches ici et que les électrons peuvent passer, et que nous mettons un ampèremètre ici, 0,5 ampères, ici. Donc, si chaque branche de ce circuit en parallèle ont chacun une partie d'électrons qui peuvent passer, si moi je mets un ampèremètre pour voir, si on regarde les électrons qui passent ici, plus les électrons ici, plus ceux-ci, et qu'on les regarde tous, on a un total de 1,5 ampères ici. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est un ampère, un ampère, c'est égal à 1 coulomb par seconde à un endroit donné. Et ça ici, qu'est-ce que c'est? C'est à peu près égal à 6,24. On a 6,24 fois 10 exposant 18 électrons. Donc, on ne peut pas vraiment compter tous les électrons. Mais il y a cette mesure qu'on se donne qui est ampère. Ça veut dire qu'un ampère, c'est beaucoup d'électrons qui passent. Plus le nombre d'ampères augmente, plus il y a d'électrons qui passent. Et plus il y a des électrons qui passent, plus il y a des petites collisions entre les électrons et les noyaux, plus la température augmente. Donc ça, c'est à considérer. Nous avons un petit circuit ici, ce n'est pas grave. Par contre, qu'est-ce qui arrive si j'ai une barre de tension comme ceci et qu'on remarque ici que j'ai 6 connexions possibles? Ça veut dire que je peux connecter, par exemple, 6 petites lampes. Donc, si on regarde comme ceci, au lieu d'en avoir 3, nous en avons 6. Si nous avons des petites lampes, nous avons un total de 0,5 plus 0,5 plus 0,5. Donc, on a un total d'à peu près 3 ampères qui pourraient passer ici. Ça va. Maintenant, cette barre de tension a un maximum de 15 ampères. Ça veut dire que si nous avons en connexion ici une demande d'énergie, parce que n'oubliez pas que ici en Amérique du Nord, lorsqu'on connecte ceci, c'est 120 volts sur la prise de courant sur le mur. Ça veut dire qu'on a 120 volts sur chacun ici. Plus nous avons des appareils qui ont besoin d'énergie, ce qui est important, c'est d'avoir plus d'électrons qui passent, donc nombre d'ampères qui augmente.
Par contre, si on prend chez moi, j'ai un grille-pain ainsi qu'un faux micro-ondes qu'on utilise pour faire chauffer l'eau. Par contre, lorsque le micro-ondes et le grille-pain fonctionnent en même temps, dans la cuisine, la quantité d'énergie qui passe est plus grande que 10 ampères. Donc, je pense que le micro-ondes chez nous, c'est comme 8 ampères et le grille-pain, c'est comme 6 ampères. Donc, un total de 14. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dans la cuisine? J'ai mis une barre de tension ici afin de protéger le circuit. Donc, si les deux fonctionnent en même temps, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a ici un système de protection. S'il y a trop d'ampères qui passent, ce système de protection nous permet de dire « ça chauffe un peu trop ». Ce dispositif, on l'appelle un disjoncteur, et celui-ci permet d'arrêter l'électricité. Et c'est important, donc, si le circuit ouvre, un disjoncteur, c'est comme un interrupteur, qu'est-ce qui arrive? C'est que celui-ci va refroidir et on peut refermer notre circuit et on peut faire refonctionner les deux. La raison pourquoi j'ai une barre de tension ici dans la cuisine, c'est que c'est plus facile pour moi de reconnecter ma barre de tension que d'aller dans le sous-sol pour aller à la boîte d'entrée d'électricité et remettre l'entrée de courant dans le circuit. Parce que nos maisons ont bien sûr de la protection. Donc le mot ici que nous avons, c'est un disjoncteur. Donc, notre barre de tension a un petit disjoncteur. Un petit disjoncteur. Si nous sommes à la maison, donc en Amérique du Nord, nous avons des disjoncteurs comme ceci. Ça veut dire que, alors, ça ferme comme cela s'il y a trop de courant qui passe. Ça veut dire que tout le circuit arrête complètement. On arrête le mouvement des électrons. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de bris d'appareil, mais surtout, on protège l'habitation du feu, par exemple. Lorsque mon disjoncteur ouvre comme ceci, celui-ci refroidit. Moi, je regarde qu'est-ce qui s'est passé. Si je dois déconnecter des choses, je remets en marche ici et mon circuit fonctionne dans la maison. Ça, c'est un disjoncteur qu'on utilise. Chose intéressante, je travaillais dans une école il y a quelques années et il y a eu une perte de courant dans un endroit de l'école. Et on s'est dit, OK, que se passe-t-il? Donc, ils ont trouvé la solution. Ils ont remarqué qu'il y avait une grande rentrée de courant et ils ont changé le disjoncteur. Et je leur ai demandé s'ils pouvaient me le donner et ils ont dit oui. Regardons. Donc, dans une école, alors il allait comme ceci, nous avons un disjoncteur. Celui-ci est beaucoup plus gros parce qu'il permet une plus grande quantité de courant à passer. Dans nos maisons ici, en Amérique du Nord, on a 120 volts. Ici, on peut voir les câbles sont beaucoup plus grands. Nous avons ici une entrée de 300 volts qui entrait ici. Et cela permettait de pouvoir faire fonctionner certaines classes, certains ordinateurs, des barres de connexion à l'intérieur de classe. Et c'est important de les faire protéger aussi. Donc, ceci était une entrée de 300 volts dans l'école. Après ça, on a divisé avec les différents circuits pour s'assurer que dans les classes, nous avions 120 volts, que le système de chauffage fonctionnait et tout. Et lorsqu'on a trouvé la difficulté, on a pu reprendre le travail à l'école. Est-ce que c'était dangereux pour les personnes? Aucunement, parce que le disjoncteur ici était près de l'entrée électrique. Donc, lorsqu'il ferme complètement, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il n'y a pas d'électricité qui passe. On ne peut pas faire fonctionner le Wi-Fi ou les projecteurs, mais ça va. On trouve la difficulté, on remet le disjoncteur ou on le remplace s'il y a des difficultés et on continue la vie comme ça va. Donc, ça ici, c'était la question que j'avais eue sur les rôles des disjoncteurs qu'il y a dans les maisons ou les grands bâtiments. Alors, la dernière chose que je vais mentionner sur les systèmes de protection, voyons voir, c'est celui-ci. Alors, si on regarde dans les appareils électriques, il peut y avoir
Pas des disjoncteurs, parce que ceux-ci sont recyclables. S'ils rouvrent, on peut les replacer. Mais il y a certains appareils électriques où nous avons des fusibles comme ceci. On peut voir, c'est un petit fil à l'intérieur. Je ne sais pas si je peux le mettre un peu plus grand. Donc, ce petit fil, s'il y a trop de courant qui passe, il va fondre, ce qui empêche l'électricité de passer. Donc, c'est une excellente façon de protéger un circuit. Ça ici, si vous avez déjà regardé certains circuits, on peut avoir ceux-ci. Et pour ceux qui aiment les voitures, dans les voitures, il y a aussi des moyens de sécuriser notre voiture. Alors ici, le mot est le suivant. Je viens de remarquer que j'ai oublié de le mettre. Ici, c'est la fusible, comme ceci. Donc, dans les voitures, nous avons des fusibles. Voyons voir, comme ceci. Alors, une fusible, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif et on peut voir ici à l'intérieur, on peut avoir un petit fil que s'il y a trop de courant qui passe, il va fondre. Et ici, on peut voir qu'il y a une fusible pour 15 ampères, ici 30 ampères. Ici, un plus grand avec 40, mais il y a aussi pour les petits appareils qui sont délicats, un appareil délicat, excusez, ici avec l'adjectif, on peut aller jusqu'à 3 ou 4 ampères pour protéger certains circuits à l'intérieur de la voiture. Donc, c'est toujours intéressant de voir comment est-ce qu'on peut utiliser l'électricité, mais il faut bien sûr penser à la sécurité des utilisateurs. Alors voilà, ça c'était notre premier segment sur la protection des individus. Nous avons Chiffre à l'alphabet qui a une question aujourd'hui. Voyons voir si on peut regarder ceci. Pourquoi la plupart des plantes sont de couleur verte? Ça, c'est une excellente question. Alors, voyons voir. Notre prochain segment, qui vient d'une question de Chiffre alphabet, et elle nous demande pourquoi la plupart des plantes sont de couleur verte. Voyons voir. Nous savons que les feuilles ici, habituellement, sont vertes. Ça veut dire que si nous regardons ici, nous avons de la lumière qui vient du soleil. Cette lumière, c'est une lumière blanche. Ce sont des ondes de lumière de différentes couleurs. Maintenant, si on pense à un arc-en-ciel, comme ceci, nous savons que la lumière blanche, lorsqu'elle passe à travers un prisme ou une goutte d'eau, va se diviser et les longueurs d'onde se divisent et nous obtenons plusieurs couleurs. Dans le centre, c'est plutôt mauve. Je n'ai pas de mauve ici. J'ai du mauve. Donc, c'est plutôt le violet ici dans le centre et ça va vers le rouge. Et la raison pourquoi on voit ces couleurs, c'est que la lumière qui vient du soleil est divisée et nos yeux peuvent voir les différentes couleurs. Maintenant, la lumière est intéressante. Si on prend la brosse qui est ici, je vais faire un peu plus de place, donnez-moi un instant. Si je prends cette brosse ici, elle est noire. Ça veut dire que la lumière qui arrive sur cet objet est absorbée et il y a très peu d'énergie ou d'ondes lumineuses qui quittent cette brosse. Et c'est pour ça que celle-ci est noire. Par contre, si moi je suis pour regarder, alors voyons voir. Si je regarde ce bout de carton qui est blanc, on a la lumière blanche qui arrive ici et la lumière est presque complètement réfléchie et elle arrive à nos yeux. C'est un peu pour ça, par exemple, lorsqu'on va, s'il y a de la neige à l'extérieur et qu'on va à l'extérieur, on a de la lumière qui arrive vers le haut, de la lumière qui est réfléchie sur le soleil et souvent les personnes vont prendre des couleurs sur le visage parce qu'il y a une augmentation de la quantité de lumière qui arrive vers nous. Maintenant, la question maintenant est la suivante. Si je prends un morceau de papier bleu comme ceci, ça veut dire que la lumière a plusieurs ondes de lumière. Ça veut dire que ce morceau de papier ici absorbe la lumière blanche, mais seulement les ondes bleues vont quitter.
Ça veut dire que les ondes lumineuses qui sont de longueur d'onde pour le rouge, le jaune, le orange, ainsi que le violet vont avoir tendance à rester ici. Et ce qui sera réfléchi sera un mélange de vert et de jaune, non, de bleu, voilà, qui arrive vers nous. Ça veut dire que si nous avons un crayon orange comme ceci, ça veut dire que la lumière blanche arrive et seulement les rayons rouges et jaunes vont quitter, ou seulement les rayons lumineux qui sont orange seront réfléchis. C'est la couleur que l'on voit, les autres sont absorbés. Nous savons cela parce que si nous avons par exemple une voiture ou un endroit qui est très foncé, nous sommes l'été et qu'on touche cette surface, c'est très très chaud durant la journée parce qu'il y a une très grande absorption de l'énergie lumineuse. De la même façon, si on porte des vêtements blancs comme ceci, la température de la surface, notre corps ou une voiture sera moins chaude. Pourquoi? Parce qu'une grande quantité d'énergie sera réfléchie. Donc ça, c'est un peu comment est-ce que ces rayons lumineux peuvent entrer en ligne de compte. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si nous voyons une feuille qui est verte, comme ceci, ça veut dire que les rayons lumineux qui quittent la feuille sont seulement les longueurs d'onde de couleur verte. Donc, on absorbe toute la couleur blanche, mais on réfléchit le vert. Maintenant, à l'intérieur de la feuille, il y a certaines choses qui se passent. Il y a la photosynthèse, bien sûr. La photosynthèse se passe à l'intérieur de petites organites dans la feuille où il y a cette transformation chimique. On les appelle les chloroplastes. Alors, dans les chloroplastes, ceux-ci absorbent la lumière du soleil et fait la transformation chimique pour faire la photosynthèse. Les chloroplastes sont verts. C'est la couleur qu'on peut voir dans ces organites, dans les cellules de la feuille. Puisque ceux-ci sont verts, la feuille est verte et donc nous voyons le vert. Et ça c'est quelque chose qui est intéressant parce que si on regarde l'ensemble ici des couleurs de l'arc-en-ciel, si le vert est réfléchi, ça veut dire que les autres couleurs sont absorbées. Alors, voyons voir. Ça veut dire que ici, nos chloroplastes ont besoin de longueurs d'onde plutôt spécifiques pour pouvoir être capables de fonctionner. Donc, les autres longueurs d'onde, autres que le vert, ces longueurs d'onde utilisées par le chloroplaste, il y a le bleu et il y a le rouge. Comme ceci. OK. Maintenant, la question, c'est si on a les réflexions de lumière bleue et rouge qui sont utilisées et que la feuille n'utilise pas le vert, c'est en gros la raison pourquoi que les feuilles sont vertes. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Voyons voir. Fraise. Alors, il y a quelques années, j'avais remarqué que, alors ça fait quelques années déjà, alors c'est justement à Paris qui était intéressant. Voyons voir si je peux trouver une image autre que vidéo. Voilà. Alors, je vais montrer ceci. J'espère que ça... Voyons voir. Ça s'appelait Agricool et ça existe encore. Voyons voir si je peux partager ça. Donc ici, qu'est-ce que c'est? C'est cette idée d'avoir des conteneurs à Paris pour avoir des fraises fraîches. Donc, j'ai trouvé ça, c'est intéressant. Alors, l'idée ici, c'est qu'on a un conteneur et on peut contrôler à l'intérieur la lumière pour faire pousser des plantes et ici, avoir des fraises. Chose intéressante, on travaille pour utiliser un concept similaire dans les endroits qui sont isolés ou les endroits où il fait très froid.
Donc, les serres fonctionnent très bien. Ça, c'est une façon d'avoir des environnements contrôlés. Alors ici, on peut voir à l'intérieur, ils ont des lumières, mais si on regarde, oui, il y a de la lumière blanche, mais on utilise aussi beaucoup la lumière qui est violet. Pourquoi? Donc, si on prend le bleu et le rouge ensemble, on obtient cette idée de violet. Alors, l'idée, c'est que si nous sommes dans un endroit et nous voulons avoir un environnement hydroponique, par exemple, la lumière blanche, c'est fantastique parce qu'il a toutes les couleurs et c'est plus facile pour les humains. Par contre, si on est pour faire de l'hydroponique, lorsque les humains vont s'occuper de ces plantes, on allume les lumières. Mais lorsque la personne quitte, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une lumière blanche ici où on doit donner de l'énergie pour faire pousser les plantes? Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on utilise les longueurs d'onde, les types de lumière, on maximise la lumière violet parce que c'est ça qui fait pousser les plantes surtout. Donc, est-ce qu'on a besoin vraiment de la couleur verte? Non. Les plantes sont pour la plupart vertes à cause que c'est la couleur verte qui est réfléchie vers nous. Donc, ça, c'est un peu la raison et j'ai fait un peu de science pour expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc, par exemple, j'ai des vêtements qui sont plutôt noirs, gris foncé noir aujourd'hui. Ça veut dire que la lumière blanche qui arrive vers mon chandail ou ma chemise est presque tout absorbée. Et donc, j'ai une chemise qui est foncée. Si quelqu'un met un chandail qui est rouge cette journée-là, ça veut dire que le rouge est réfléchi vers les personnes. Ça veut dire que les autres couleurs ou les autres longueurs d'onde sont absorbées. Donc, c'est intéressant. Donc, lorsqu'on regarde une couleur, c'est un peu comme les longueurs d'onde rejetées par cet objet. C'est intéressant, et ça, c'est une question d'optique, bien sûr, et notre nature, comme les feuilles ici, ont appris à s'adapter avec les ressources qu'ils avaient. Donc, excellente question ici, chiffre alphabet aujourd'hui. Donc, voyons voir. Voilà. C'est bien. Alors, j'espère que j'ai répondu à tes questions chiffre alphabet aujourd'hui. J'adore que tu participes avec nous, c'est fantastique. Je vais regarder le prochain projet est aussi une question sur l'électricité parce que c'est l'unité qu'on complète à mon école. Et chose intéressante, dans 2 semaines, on commence l'unité sur l'astronomie. Donc, comme il y a quelques semaines, on parlait du télescope James Webb parce que l'astronomie, on aime ça. Dans les semaines à venir, il y aura des concepts d'astronomie parce que c'est l'unité que je présenterai dans ma classe de sciences et il y a toujours des questions intéressantes que les élèves posent. Si vous avez apprécié jusqu'à maintenant notre émission, n'oubliez pas de vous abonner parce qu'à chaque semaine, on a du tutorat et je réponds à vos questions de sciences. Si vous avez une chance, j'aimerais que l'on puisse mettre dans la section commentaires, dites-moi quel est le sujet scientifique que vous appréciez le plus dans la vie ou à l'école. J'aimerais le savoir, comme ça me permet de mieux vous connaître, mais aussi de me donner des idées sur ce que je peux inclure beaucoup plus dans mon émission. Alors sur ce, merci beaucoup pour avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous regardez en rediffusion, n'oubliez pas, lorsqu'il y a une question de clarification que vous avez, vous le mettez dans la section commentaires et moi, j'utilise ceci pour les émissions suivantes. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Je vais mettre ici un lien, une vidéo qui va vous intéresser et on se voit là dans un instant.